Dans cette masterclass, je vais partager avec vous tout mon processus de création de contenu, entre le moment où je travaille sur mes idées en amont pour générer de grands insights sur ma thématique, jusqu'au moment où je publie réellement mes contenus sur les plateformes en ayant créé un bel arc narratif et je l'espère un contenu engageant que les gens aiment regarder. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elliot Meunier et moi, ça fait plus de 4 ans que je crée du contenu sur Internet. Dans ce laps de temps, j'ai publié 2 livres, également plus de 200 vidéos YouTube, pas mal de vidéos courtes, des newsletters quasi tous les jours et 14 formations en ligne asynchrones. Donc présenter de l'information, la compacter sous des formes intéressantes, générer de nouveaux insights, ça a été mon quotidien depuis 4 ans et je pense aujourd'hui avoir une méthode euh, assez bien rodée pour penser n'importe quel contenu d'information et de pédagogie, ce qui me permet aujourd'hui d'être assez prolifique et je l'espère pertinent dans les contenus que je propose. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthode en tant que telle et de vous présenter la structure de cette masterclass, j'aimerais qu'on se pose ensemble une question qui est qu'est-ce qui fait un bon contenu d'information? En fait, on entend souvent dans les masterclass sur les créations de contenu sur Internet, il faut donner de la valeur. Ouais, ok, mais la valeur c'est super flou. En fait, c'est quoi la notion de valeur? Qu'est-ce qui apporte de la valeur aux gens et comment est-ce qu'on peut la quantifier? En plus de ça, on nous parle souvent de OK, il faut que vous ayez des insights nouveaux, des choses qui vous sont propres. Il faut que vous soyez pertinent. Mais comment on mesure ça? C'est quoi un insight nouveau? C'est quoi la pertinence? Eh ben, pour répondre un peu à toutes ces questions et qu'on ait une manière un peu tangible de mesurer la pertinence et la valeur qu'on délivre dans notre contenu, voilà pour moi ma théorie. Pour moi, la qualité d'un contenu, c'est sa résonance fois la nouveauté. Ça veut dire quoi? Eh ben, la résonance, c'est à quel point le contenu que vous allez proposer va résonner avec la personne qui le consomme. Waouh! Je suis en train de regarder une vidéo qui m'explique comment je peux mieux sauter en danse en atterrissant, en étant ancré. Waouh, ça résonne de ouf avec ma problématique actuelle. Donc il y a énormément de résonance, ok? Donc il y a de l'empathie, il y a de la connexion émotionnelle avec ce que je vis actuellement. En plus de ça, il y a de la nouveauté. Il faut qu'il y ait de la nouveauté pour que le contenu, je le trouve intéressant, en tout cas. Si on me dit juste: «OK, il faut que tu plies et que tu te concentres sur, lever ton arche plantaire», OK, c'est bon, j'ai plus 6 ans, je sais faire ça. Par contre, si on me dit: «OK, voilà comment, tu dois placer tes masses par rapport à la gravité et voilà quelle sensation, quelle image corporelle tu dois avoir», oh, il y a de la nouveauté. On m'a jamais parlé d'image corporelle pour, amortir un saut, en danse et donc du coup, je me dis: «Waouh, OK, c'est intéressant, il y a de la nouveauté. OK, ça résonne avec mes problématiques, c'est un bon contenu, je vais m'abonner» et là, je vais avoir eu l'impression d'avoir eu de la valeur, dans ce contenu. Je vais avoir, eu l'impression d'avoir grandi grâce à ce contenu. Pour être plus précis dans mes définitions, la résonance, moi, je la note vraiment par la pertinence, par rapport à la situation de la personne, fois la qualité des histoires. Bah oui, parce que pour qu'un contenu résonne avec moi, il faut pas simplement que j'ai le concept en mode froid. C'est-à-dire que si je lis sur Wikipédia, je sais pas le, mmh, l'imagerie, mentale pour s'améliorer dans le mouvement, ça va être complètement froid pour moi et ça va pas du tout résonner avec moi. Je vais juste être là: «Ah bon, OK, c'est un super concept, je vais peut-être le prendre en note, me dire je m'en servirai plus tard dans mes contenus» et l'oublier. En revanche, s'il y a quelqu'un qui fait l'effort de me dire: «Waouh, regarde, j'étais mauvais en saut, ça c'était moi avant», il me montre une image et maintenant regarde ce que je sais faire. Waouh, OK, il y a une super histoire, bon, c'est une histoire très simple, hein, avant-après, mais ça reste une histoire et tout ça, et là après s'il continue l'histoire en me disant, «Et tout ça j'ai pu faire cette transition, grâce à un maître, d'arts martiaux en réalité et pas de danse, mais d'arts martiaux qui m'a enseigné comment est-ce qu'on s'ancrait dans les sauts et dans les atterrissages». Là je me dis: «Mais c'est monstrueux, l'histoire me fait faire un déclic, ça résonne parce que c'est pertinent par rapport à ma situation. Et donc là, on est au max de la résonance. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une équation. Donc si la résonance est à zéro et qu'on a beaucoup de nouveautés, bah, dans tous les cas, le contenu ne sera pas qualitatif. Parce que ça va pas résonner avec l'audience, les gens vont pas réussir à en faire quelque chose derrière, ça sert à rien. Voilà, donc pour la résonance, c'est ça. Et ensuite, pour la deuxième variable de l'équation ici, la multiplication, c'est la nouveauté. Et ça, c'est la qualité du concept, la qualité de l'insight que vous allez proposer. Et vous allez voir que toute la première partie de cette masterclass, ça va être plusieurs dizaines de minutes qu'on va consacrer à comment est-ce qu'on génère des nouveaux insights dans sa thématique. Et c'est quoi un nouvel insight? On va le définir juste après. Mais c'était juste pour vous faire là l'équation de la qualité de contenu, pour que vous ayez un framework un peu pour vous repérer. Un contenu, il est bon si il résonne avec les gens, qu'il est pertinent pour eux, qu'il arrive à connecter avec eux parce que vous leur racontez une histoire, parce que c'est comme ça que les gens progressent en réalité, avec des exemples aussi pertinents. Et il faut également que voilà, le concept que vous proposez soit nouveau pour la personne. Si vous redites maintes et maintes fois le même concept qu'elle a déjà entendu partout ailleurs, le contenu ne sera pas qualitatif, ça va pas lui faire un grand changement dans sa vie. Parce que justement, c'est quoi la valeur? C'est quoi ce qui apporte de la valeur? C'est des améliorations concrètes dans les domaines qui comptent pour vos lecteurs. C'est tout. En tout cas, c'est ma vision. Si
Une fois que la personne a regardé un de vos contenus d'information, elle n'a pas changé quelque chose dans sa vie, changé sa manière de voir le monde, mis en place une nouvelle routine, fait quelque chose dans un domaine qui l'importe, changé quelque chose dans un domaine qui l'importe pour le meilleur, alors votre contenu a été inefficace et n'a pas apporté de valeur. Elle a juste perdu son temps parce que vous lui avez capté son attention pour lui vendre des trucs, avec, avec vos mains qui bougent comme ça apparemment. Euh, non, ce qui apporte de la valeur, c'est des choses, c'est des transformations concrètes. Et pour que ça transforme, eh ben, on peut pas simplement, justement, rester au niveau des concepts. Il y a trop de créateurs de contenu, et moi y compris au début, et encore aujourd'hui, je tombe dans ce piège de temps en temps, qui ne font que parler des concepts. Mais en fait, un concept, c'est pas de la valeur en tant que telle. Non, un concept, c'est un value enabler. Mais encore une fois, ce qui fait la valeur, c'est des améliorations concrètes. Et pour que les gens aient des améliorations concrètes, il faut que le contenu soit effectivement nouveau, qu'il y ait des bons concepts, mais surtout qu'il résonne avec la personne grâce à des histoires et des situations pertinentes par rapport à sa vie. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce reframing-là, je vous dire, ok, concept, c'est quelque chose qui peut activer de la valeur pour la personne, parce qu'un concept, ça nous permet de mieux voir le monde, de comprendre les choses différemment, mais c'est pas de la valeur en eux-mêmes, disons les concepts. Il faut les activer grâce à des histoires qui connectent avec la vie de la personne. Voilà pour cette petite intro. J'espère que ça vous aura mis un peu de clarté sur ce qu'on va essayer de faire ensemble dans cette masterclass. On va essayer de créer le meilleur contenu possible qui pourra avoir finalement dans les deux parties de l'équation de la qualité de contenu le plus haut score de résonance grâce à des bonnes histoires, une bonne structure, etc. Et de la nouveauté en ayant un bon processus de génération d'insight. Et justement, la structure de la masterclass, d'abord, je tiens à préciser que ce sera un workshop. Donc je vais travailler avec vous. Je vais pas simplement vous donner des infos comme je viens de le faire là, mais je vais vous donner de l'info et ensuite appliquer directement avec vous en créant devant vous un contenu sur le sujet de la prise de notes. Donc ce sera vraiment un truc interactif où vous pourrez me voir où est-ce que je clique, quels sont les outils que j'utilise, et vous ne serez pas juste laissé après comme ça. Donc logiquement, ça va vous apporter plus de valeur. Parce que ça va justement faire des bonnes histoires d'illustration, ça va beaucoup résonner. Et ensuite, voilà, pour la structure de la masterclass, on va d'abord s'intéresser à la création d'insights, avec tout un petit workshop que j'ai là sur comment est-ce qu'on trouve des bons insights dans cette thématique. Ensuite, on va parler de la création du contenu en lui-même. Donc, comment est-ce qu'on trouve une bonne structure, un bon hook, une bonne intro, comment est-ce qu'on structure le contenu à l'intérieur, comment est-ce qu'on crée un arc narratif pour de la non-fiction, que des choses comme ça. Et ensuite, on va voir comment améliorer son contenu. Donc, améliorer la fluidité entre les parties du contenu, améliorer le travail du contenu s'il est à l'écrit, le montage s'il est en vidéo, comment améliorer globalement son contenu et prendre les feedbacks pour, de jour en jour, améliorer son niveau. Ok, c'est parti pour la première partie de cette masterclass sur comment trouver des insights. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec le protocole, je vous propose de définir ce que c'est qu'un insight. Un insight, c'est un concept ou une idée qui va provoquer un wow moment chez votre lecteur. Ça veut dire que quand la personne tombe sur votre contenu, elle regarde une de vos vidéos, elle lit un de vos articles, peu importe où l'insight est partagé, elle se dit waouh, mais c'est ça, c'est ce truc-là, c'est cette manière de le formuler, c'est ce concept-là qu'il me fallait depuis toutes ces années et duquel je suis passé à côté et qui va maintenant me changer ma vie. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un des insights que j'ai. C'est celui des phases de vie. C'est de dire, ok, on va arrêter de s'organiser avec des plans à 90 jours, des plans mensuels, un truc rigide qui correspond à une unité arbitraire qui est le temps qu'on essaye d'appliquer sur nous de manière douloureuse souvent. La plupart des gens, ça les fait tomber un peu, je sais pas, en dépression à la fin de leur plan à 90 jours. Ils ont l'impression de ne pas réussir à atteindre leurs objectifs. Et c'est normal, parce qu'on n'est pas des machines, et donc on a nos rythmes naturels, biologiques, en fonction des saisons, des événements de la vie, etc. Et donc il faut qu'on réussisse à créer un système qui s'adapte à notre énergie du moment, que moi j'ai appelé les phases de vie. Et donc ça veut dire que ben, quand on sent qu'on a un switch d'énergie dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir une nouvelle phase de vie, définir c'est quoi l'intention de cette phase de vie, c'est quoi nos objectifs pour cette phase de vie, et une fois qu'on a créé cette phase de vie, on va ensuite journaler à l'intérieur, s'organiser dedans. On va choisir une méthode de gestion du temps qui est appropriée à notre attention de phase de vie. Donc, au lieu de s'organiser avec des plans à 90 jours et des systèmes rigides qu'on essaye d'appliquer à nous sans prendre en compte nos énergies, on va partir de comment je me sens aujourd'hui, dans quelle phase j'ai l'impression d'être, et puis on va créer toute notre organisation à partir de ça. Ça, j'en parle partout. C'est vraiment un de mes concepts phares. Et, et donc, la plupart des gens, quand ils voient ce concept-là la première fois, ils se disent: «Waouh! Mais c'est un truc de fou! C'est exactement ça dont j'avais besoin.
C'est exactement le sentiment de me sentir enfermé par mon système de productivité, de à la fin me dire en fait, moi je suis pas fait pour avoir des systèmes rigides qui me régissent. En fait, moi les systèmes de productivité, je suis pas fait pour, faut juste que j'ai une petite liste de to-do. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si t'as ça, tu risques de te perdre et d'aller encore plus loin dans ce rabbit hole. Non, il te faut un système qui part de ton énergie. Et là, les gens, ils ont les mots sur un truc qu'ils ressentent et je leur donne la solution à leur problème. Et là, ils se disent waouh! Et c'est waouh au moment qu'on cherche à débloquer. Si vous faites un truc dans la thématique du golf, si la personne, ça fait des années qu'elle essaye de taper en force avec son club, là, vous lui dites non, mais c'est le momentum. C'est ça. Voilà, tout ce qui va compter, c'est le momentum de votre tête de club. Et c'est ça qu'on va chercher à amplifier. Le plus vous avez de relâchement, le plus vous avez un rythme, le mieux vous allez pouvoir emmener la balle. Si vous forcez avec le côté droit, ça marchera pas. Bam! Si la personne est débutante en golf, évidemment, parce que c'est un truc assez basique quand même, elle va se dire waouh, mais c'est quoi cet insight, c'est quoi cette révélation? Et elle va avoir ce wow moment aussi. J'espère que vous suivez avec ces exemples. Donc c'est ça un insight, c'est un truc qui a la capacité de provoquer des moments waouh. Euh, Même, ça marche pour tout en fait, pour toutes les boîtes peuvent le faire. L'autre jour j'avais un gars qui fait des voyages dans la... de faire des voyages quoi, des voyages dans la nature organisés, etc. Qui est venu me voir, qui me dit mais moi je sais pas comment générer des insights, enfin voilà, mon but c'est juste d'organiser des voyages. Mais ton insight, c'est quoi? Les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils croient? C'est quoi leur croyance actuelle? Vous allez voir, on va faire le travail juste après là. Mais c'est quoi leur croyance actuelle? Eh ben, c'est OK, j'ai peur d'aller voir des inconnus pendant mes voyages, j'ai peur de camper. OK. Donc, si c'est ça, comment est-ce que tu peux leur faire changer leur vision du monde, avoir une révélation sur leur croyance actuelle, pour qu'ils aient un wow moment et qu'ils se disent, mais c'est bon, en fait, maintenant je me sens capable. Ben, par exemple, leur raconter des histoires sur pourquoi c'est pas douloureux d'aller voir des inconnus avec ouais, des histoires, un framework, des stats, j'en sais rien. Et ça va faire un insight. Ça va faire, ok, le protocole pour aborder un inconnu, ça va être ça la stratégie qui va en découler. Donc voilà, c'est ça un insight. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le protocole pour en générer. Donc, pour en générer, il va falloir que vous soyez déjà au clair sur c'est quoi vos convictions et vos valeurs. Parce que selon moi, tout un business de création de contenu repose sur ces deux pierres angulaires qui sont les convictions et les valeurs. C'est quoi en fait une conviction et une valeur? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La conviction pour créer les phases de vie, donc la méthode, la stratégie pardon des phases de vie, et la méthode ensuite Atomic Timing, dans laquelle je package ce concept des phases de vie. La conviction qui est à l'origine de ça, ça a été de dire, ok, moi je suis convaincu qu'on doit partir de l'énergie, euh, de l'énergie qu'on ressent dans notre corps pour créer notre système d'organisation, et que ça ne doit pas être l'inverse, on ne doit pas essayer de s'imposer un truc rigide par l'extérieur. Ça, c'est ma conviction. Dans mes tripes, quand je le dis, ça parle, et si je peux commencer ma phrase par «je suis convaincu» en étant ancré, aligné, ça veut dire que vraiment c'est une conviction. On peut aussi appeler ça valeur. J'ai la valeur profonde qu'il faut respecter ces rythmes énergétiques en tant qu'humain dans son système de productivité pour faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Et il y a toujours un bon moment pour faire les choses, et il y a toujours un mauvais moment pour faire les choses. Ça, c'est voilà, c'est tout ce qui est à propos du rythme. Et ça, c'est une de mes valeurs, de valeurs cœur, une de mes convictions cœur. Ok. Dans la productivité, j'en ai encore plein d'autres, des valeurs cœur comme ça. Je suis convaincu qu'on est dans un monde de flux et pas dans un monde de cases, disons. Et donc, il ne faut pas avoir des méthodes, mais il faut avoir des systèmes qui nous permettent de surfer sur le flux. Mais si on n'a pas ça et qu'on essaie de tout traiter avec des méthodes de productivité, alors on va s'essouffler. Ça, c'est une de mes valeurs cœur. Et ensuite, ça donne, en tant que stratégie et méthode concrète que j'ai générée derrière, des trucs très concrets comme l'IPCRA, comme tout mon système de gestion de prise de notes, avec la capture, la sélection des contenus, etc. Mais il faut que vous soyez au clair sur c'est quoi vos convictions de base, c'est quoi les valeurs que vous avez de base. On va faire l'exercice juste après pour les définir, donc vous inquiétez pas, mais c'est juste pour vous dire tout parle de là. Et une fois qu'on a cette conviction, cette valeur, elle peut très facilement se décliner en un insight, en une stratégie et en une méthode. Donc ma conviction, c'est on doit respecter nos rythmes naturels. Mon insight, c'est euh, eh ben, la productivité doit être au service de notre énergie et pas nous au service de notre système. Ok. Ça, c'est mon insight, c'est ce que je vais partager dans mes contenus, etc. La stratégie pour le faire concrètement, ça va être les phases de vie. Voilà, vous allez vous organiser avec des phases de vie. Et ensuite, la méthode concrète pour le faire, ça va être ma formation Atomic Timing, ou plutôt ça va être ma méthode autour des phases de vie avec voilà, la lettre d'intention, la lettre de clôture, si vous la connaissez un peu, vous voyez ce dont je veux parler. Et ensuite, je vais avoir les produits derrière dans lesquels je vends cette méthode, qui vont être du coup peut-être mes formations en ligne ou autre.
Ok, la première partie de ce protocole, comme je vous le disais, c'est d'abord de définir vos valeurs et vos convictions. Mais la première étape avant ça, ça va être de créer une carte mentale de votre sujet. L'idée, ça va être de lister toutes les branches et les sous-branches qui existent sur votre sujet. Par exemple, si on prend la productivité, on va avoir la gestion du temps, la planification, la gestion des flux, la gestion des emails, on va avoir plein de sous-domaines comme ça. Et dans ces sous-domaines, on va avoir encore des sous-domaines. Par exemple, gestion du temps, ok, on va avoir le time blocking, les listes de to-do, le pomodoro, la méthode zen, je sais pas quoi. On va avoir plein de sous-branches. Et donc voilà, l'idée c'est simplement de mapper votre thématique dans son ensemble grâce à une carte mentale de votre sujet. Ça, vous allez voir, on va le faire avec l'IA, ça va être beaucoup plus rapide que vous réfléchissiez, ah tiens, qu'est-ce qui existe dans ma thématique? Non, l'IA a littéralement été créée pour ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on laisse cette carte mentale un peu de côté, et sur le côté de cette carte mentale, on va venir inscrire notre liste claire de nos valeurs principales, de nos convictions principales. Et si vous les avez pas, on va voir comment est-ce que vous pouvez les trouver, mais c'est peut-être que vous manquez aussi un peu de recul et de perspective unique sur votre thématique. Et auquel cas, il faudra peut-être travailler plutôt en amont sur, ben en fait, comment est-ce que je peux juste... c'est un peu ce qu'on fait avec Jean-Charles Curdali dans le programme Perspective, hein, un programme de 6 mois où on vous aide à lire tous les livres de votre thématique, lire toutes les études, vous faire votre propre opinion, votre propre avis, votre propre méthode sur la thématique. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de profondeur pour avoir des valeurs et des convictions, c'est peut-être que voilà, vous manquez de profondeur sur le sujet, et dans ce cas-là, commencez par créer une routine de lecture, de génération de valeurs pour faire votre propre avis, quoi. Voilà. Donc vous allez créer cette liste claire avec vos valeurs principales, et ensuite, l'objectif des autres étapes, ce sera d'injecter dans chaque sous-branche de la thématique les valeurs, justement, que vous aurez listées. Donc, pour vous faire un exemple, là, après je la ferai devant vous avec justement la prise de notes. Mais globalement, dans la danse classique, voilà à peu près une carte du sujet qu'on pourrait faire. Les positions de base, euh, les pliés, les tendus, les dégagés, les ronds de jambes, les sauts, les tours. Là, j'ai mis que les 3 premiers trucs que ChatGPT m'a donné. Mais globalement, c'est ça qu'on veut en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit très travaillé, il n'y a pas besoin que ce soit parfait et exhaustif. Enfin, ça va nous permettre juste de réfléchir. C'est juste un truc pour nous, pour réfléchir, qu'on va jamais montrer à personne. Donc c'est pas grave que ce soit mal fait, mais il vous faut cette carte qui mappe un peu toute votre thématique. Ensuite, vous allez lister vos valeurs. Donc moi, si je devais faire un business de création de contenu sur la danse ou simplement créer une méthode sur la danse, voilà, une de mes valeurs, ce serait de dire, ok, le mouvement part de la conscience corporelle et de la sensation. Si on se dit, ok, je veux faire ce battement à la seconde, et que du coup, on se regarde dans le miroir et on lève la jambe, ça va pas. Le mouvement ne sera jamais juste par rapport à notre anatomie, parce qu'on essaye de calquer une image parfaite de l'extérieur sur notre corps, et donc on va prendre avec les gros muscles superficiels qui nous donnent pas de force, qui nous déstabilisent, qui vont nous créer des blessures à long terme, et on n'est pas efficient, on peut pas être artistique avec ça, on peut pas ajouter de l'émotionnel. Bon, si vous avez fait des arts martiaux ou de la danse, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça c'est mon premier core value, core principe, qui va ensuite être injecté dans absolument toutes les branches de ma carte mentale. Ensuite, un autre principe que j'ai au niveau de la danse, c'est que la force vient de l'organisation. Pour ça, c'est pas nouveau dans les arts martiaux, mais euh, voilà, c'est simplement, si je veux puncher fort, c'est pas en contractant à fort mes abdos, mes pectoraux et tout, et en tapant comme ça, que je vais avoir de la force dans mon poing. Non, c'est en m'ancrant bien dans le sol, en comprenant le chemin que la gravité fait à travers moi, que je vais pouvoir m'organiser pour avoir de la force dans mon mouvement. Voilà, donc la force vient de l'organisation et surtout pas de la contraction encore plus des muscles superficiels. Donc il faut, en fait, dans le mouvement, réussir grâce à la conscience corporelle euh, à venir créer de la bonne organisation qu'il me faut pour avoir de la force dans le mouvement. Et c'est pareil dans la gestion de projet, c'est pareil partout. En fait, la force vient de l'organisation et de l'intention et de notre capacité à viser avec clarté et une organisation juste. Voilà, donc ça c'est mes core values, que d'ailleurs je pourrais aussi appliquer à la productivité en réalité. Ok, donc vous notez ça, vous créez votre carte mentale. Je vous ai donné 2 exemples pour la danse. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de reprendre votre carte mentale et de vous poser la question, quelles illusions est-ce que mes prospects ont dans chaque branche? Ou mes lecteurs, si vous voulez pas appeler les gens prospects. Et ensuite, vous allez pouvoir identifier les fausses croyances qui limitent leur compréhension. Une fois que vous avez fait ça, il y a la deuxième étape, qui est à peu près la même, mais cette fois-ci, quels sont les problèmes de votre audience dans chaque sous-branche, notez les difficultés récurrentes qu'ils rencontrent. Donc, par exemple, si on reprend la carte mentale de la danse classique, donc les positions de base, les problèmes que les gens rencontrent, c'est qu'ils ont une mauvaise posture, un manque de stabilité. Donc,
peut-être mauvaise posture parce que du coup ils sentent que, je sais pas, ça leur fait mal aux genoux, un truc comme ça. Manque de stabilité, bah, ils sentent que quand ils sont en première position, les pieds complètement ouverts comme ça, parce que le prof leur a dit, ok, ils sont pas stables, et quand ils veulent atterrir pour un saut, ils bougent comme ça. Ok. Donc l'illusion qu'ils ont à ce moment-là, c'est, peut-être qu'il y en a deux en réalité, il existe une image parfaite pour cette position de laquelle je dois me rapprocher, 1 à 1, et la force est nécessaire pour maintenir la posture. Si je serre les fesses très fort et que je contracte mes quadriceps, oh bah là, c'est sûr que si je serre aussi mes abdos, je vais tenir à fond ma posture. Et si j'arrive pas à tenir la posture, c'est que je maintiens pas assez en force, c'est que je contracte pas assez le diaphragme. Euh, Excusez-moi, ça m'amuse. Euh, voilà. Position de base, c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent, c'est quoi les illusions qu'ils rencontrent. Et ensuite, du coup, moi je vais faire du reframing par rapport à ça. Donc je vais venir prendre mes valeurs et je vais venir les injecter. Comment est-ce que on peut faire les positions de base en danse classique avec mes concepts qui me viennent de mes valeurs? Eh bah, très simplement, la position doit être relâchée. La gravité fait le travail. Ok, on doit contracter aucun muscle superficiel. Ensuite, l'alignement vient de l'intérieur et pas d'une force externe. Donc, voilà. Je vais je vais arrêter de rentrer dans des exemples de danse classique parce qu'on est là pour la journée. Mais voilà le reframing que je peux faire. Et donc, si un jour je fais une vidéo, par exemple, sur comment faire une première et une seconde position qui nous permettent d'être disponibles en danse classique, je sais pas, un TikTok là-dessus, ou une vidéo YouTube, je vais commencer en disant, bah voilà, regardez ce que les gens font, regardez en réalité ce qu'il faut faire. Et là, ensuite, je vais balancer mon insight en disant, et ça parce que la force vient, vous l'aurez compris, de l'organisation, et c'est quoi mon deuxième? Le mouvement part de la conscience corporelle et de la sensation et pas d'une image externe. Et les gens là, ils ont leur wow déclic et ils se disent, mais purée, depuis tout ce temps, je contracte mes muscles comme ça en superficiel, je bloque ma respiration, alors qu'en réalité, il fallait juste que j'ai juste une bonne connexion avec la gravité. Et je suis ancré. Ok, bon bah, très bien. Et donc là, ils ont un wow moment et après, ils veulent juste acheter ma formation, quoi. Vous l'aurez compris. Donc, voilà. Autre exemple, j'en sais rien pour le plier. Ils sentent qu'ils ont de la tension, ils ont de la difficulté à centrer l'ancrage, ils n'ont pas de relâchement, ils sont bloqués dans le plié. Leur illusion, c'est qu'il faut forcer pour plier plus profondément et que le plié est uniquement un mouvement des jambes. Bah là, moi, je pourrais dire non. En fait, on va faire un plié zéro gravité en relâchant les muscles superficiels, en créant l'image d'un pantin pour visualiser un mouvement sans tension où c'est deux fils qui nous tirent les genoux et un fil qui nous retient la tête, un truc comme ça. Sentir la tête de l'humérus et la porte de la cheville pour un ancrage naturel, s'inspirer de la technique Alexander et les techniques d'analyse fonctionnelle du mouvement pour améliorer la fluidité du plié. Voilà, c'est tout ça en fait ma méthode sur le plié zéro gravité, mon insight global là-dessus. Voilà. Et là, vous allez voir que si vous faites l'effort de faire toutes ces étapes-là, oh là là, mais vous allez avoir un niveau de profondeur sur votre thématique qui est sans commune mesure. Vraiment. Euh, et vous allez voir aussi que pour ensuite avoir des idées de contenu, bah, en faisant ce travail-là, vous avez peut-être des idées de contenu pour 4 ans, en réalité. Donc c'est vraiment un bon exercice à faire. Et justement, je vous propose de le faire ensemble maintenant sur justement la thématique de la prise de notes, pour que je vous montre un peu comment moi j'ai pu faire sur ma thématique pour générer tous mes insights, toutes mes idées qui aujourd'hui me portent tous les jours. Ok, donc c'est parti, commençons ce protocole de génération d'insights en commençant par la première étape, qui est celle de générer une carte mentale de votre sujet et de faire une liste claire de toutes vos valeurs et de vos convictions principales autour desquelles sont organisées votre méthode, vos contenus, votre pensée, votre enseignement. Donc pour ce faire, ben, je vous propose de faire ça en même temps que moi, et donc d'ouvrir une carte mentale sur n'importe quel logiciel de carte mentale. Moi j'utilise Whimsical, WHIMSICAL pour cette démonstration, parce que je trouve ça génial. Moi je fais tous mes coachings dessus, j'ai vraiment pas mal de choses sur cet outil. C'est top, on peut converger, il y a énormément d'outils de diagrammes qui sont très bien mappés sur des très bons raccourcis clavier. Donc voilà, si vous cherchez un bon outil de diagramme et de divergence créative, vous pouvez utiliser ce logiciel-là. Et ensuite, je vais m'aider d'une intelligence artificielle pour ne pas avoir à le faire à la main, même si ça peut avoir des vertus. Et donc, j'utilise Claude, qui est, à mon sens, un très bon, euh, très bon LLM, un peu mieux que GPT, je trouve plus pertinent pour ce genre d'usage. Donc pour pas vous faire perdre de temps, je viens juste de le faire là en off caméra. Donc j'ai demandé à Claude, et vous pouvez reprendre le même prompt, créer une carte de la thématique de la prise de notes, liste toutes les méthodes, les questions communes, les outils utilisés, les courants de pensée et tout ce qui compose cette discipline, les sous-branches qui existent pour chaque branche. Fais-le sous forme de plan. Bon, visiblement, il n'a pas compris que je voulais un plan, il m'a fait un truc
carte mentale comme ça qui est très cool, mais c'est pas ce que je veux. Du coup, je lui ai redemandé de me le faire sous forme de liste à puces. Ensuite, j'ai copié ce truc-là et je l'ai directement collé dans une carte mentale ici sur Whimsical. Hop, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis directement attelé à lister mes convictions, mes valeurs principales sur la prise de notes. Globalement, pour vous donner des indications sur quoi marquer à cet endroit-là, c'est l'idée, c'est de marquer toutes les affirmations que vous pouvez faire en commençant par je suis convaincu que, ou à l'inverse, ça me révolte que. C'est des choses qui sont très fortes en vous et qui vont en fait teinter tous vos contenus. C'est vos valeurs corps, si vous voulez. Par exemple, si vous faites, je vais vous dire la prise de notes dans un instant, mais par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, ostéopathe, vous avez forcément une. Enfin, pas ostéopathe, mais si par exemple vous êtes coach, voilà. Vous avez votre propre approche de coaching et c'est sur ça que vous voulez créer du contenu. Et bah, en tant que coach, vous avez forcément des valeurs. Moi, je suis convaincu que pour aider la personne, il faut qu'elle arrive à prendre la posture de l'observateur et se détacher de sa structure égotique. C'est pas en restant dans sa structure égotique, collée avec ses émotions, qu'on va réussir à la faire évoluer. Ok, ça c'est une conviction, c'est une valeur forte, ok. Si vous êtes dans le milieu, je sais pas, du jardinage de la maison ou de la permaculture, je suis convaincu que il faut pas mettre des engrais. Ou je suis convaincu que il faut que rendre les plantes antifragiles en mettant le moins d'eau possible pour que d'année en année, les graines soient de plus en plus euh, résistantes. Voilà, que ça fasse une évolution génétique, une sélection génétique. Ok, bon, très fine. Dans ce cas-là, euh, vous avez vos convictions qui sont liées au jardinage. Voilà, donc c'est tout ce qui est au fond de vous. Voilà. Et maintenant, si vous vous dites, mais en fait, j'en ai pas, bah, c'est que probablement, dans ce cas-là, cette approche-là va pas vous convenir. En tout cas, la première partie, la génération d'insight. Parce que peut-être, et c'est probable, vous n'avez pas assez de recul sur votre discipline. Moi, ça fait peut-être, je sais pas, 6, 7 ans que je m'intéresse à la prise de notes. J'ai lu je sais pas, peut-être 50 livres sur le sujet, de la productivité, de la complexité de la prise de notes. Et donc, j'ai des convictions, j'ai des valeurs. Je sais, j'ai vu passer des choses, j'ai testé beaucoup de choses. Donc, je sais aujourd'hui, quand les gens me demandent pourquoi Obsidian et pas Notion, je peux répondre avec un aplomb extraordinaire. Pourquoi pas Notion? Pourquoi j'ai choisi Obsidian? Pourquoi la résilience, c'est important? Pourquoi la friction pour ajouter de la connaissance, c'est important? J'ai des convictions qui viennent de l'expérience dans ce sujet. Il y a plein de sujets dans lesquels j'ai pas de conviction et sur lesquels du coup je pourrais pas créer de contenu, ou plutôt je pourrais créer du contenu, mais ce serait un contenu plutôt fast-food. Vous savez, ces contenus où on dit les 6 hacks de productivité pour ça, ou les 5 techniques de coaching. Ok, bon d'accord, mais c'est un contenu IA ça. Et aujourd'hui, à l'ère où justement l'IA peut générer n'importe quoi, même des vidéos avec votre tête, euh, bah vous n'allez pas prospérer quoi en tant que créateur de contenu. Si vous faites des contenus fast-food comme ça pour peupler TikTok, voilà, c'est pas forcément la cible de cette vidéo, mais vous pouvez toujours le faire, même sans expertise et sans conviction forte. Mais voilà, ce qu'on essaye de faire là ici, c'est de prendre du recul par rapport à ce marché du contenu fast-food, où juste on donne des séries de hacks et d'astuces, des trucs en surface que l'IA pourrait compiler, mais on essaye d'aller en profondeur, en se demandant c'est quoi, de mon expérience de vécu en tant qu'être humain, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes convictions, et comment à partir de ça, je peux générer de nouvelles méthodes, de nouveaux insights, de nouvelles stratégies dans ma thématique pour faire évoluer le marché au global. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment deux approches différentes de la création de contenu. Mais je suis convaincu que si on passe du temps à générer des insights, ça rend tout le reste plus facile derrière, parce que si vous voulez vendre des produits, derrière, les gens trouvent que vous avez des choses uniques, et vous avez des choses uniques que vous avez générées depuis votre propre expérience de vie. Vous avez des valeurs uniques derrière lesquelles se rangent les gens. Tout devient plus facile en fait. Donc, j'ai listé mes convictions principales ici, je vais vous les dire extrêmement rapidement. Il faut prendre des notes sur les concepts et pas sur les contenus, parce que sinon on n'arrive jamais à retrouver les concepts qu'on a notés. Et surtout, euh, on gagne pas en sharpness of thinking, c'est-à-dire qu'on reformule pas le concept en tant que tel, juste on prend des notes sur un contenu, on sait qu'on a lu tel livre, mais on sait pas ce qu'on a appris de tel livre. Ensuite, la prise de notes, c'est pour gagner en profondeur, en efficience de pensée, donc c'est ça l'objectif principal de la prise de notes, pour moi. Euh, pas principal, mais voilà, c'est un objectif, en tout cas c'est une de mes valeurs. Euh, Prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Et mal en prendre aussi, je pourrais mettre, c'est perdre son temps aussi. Trier par projet d'utilité et pas par contenu thématique. Il faut rendre portable ses connaissances, il faut avoir de la résilience dans ses outils, il faut ajouter de la friction au système pour capturer le signal et pas le bruit. Et il faut rendre la capture d'infos fractale et sans friction et l'inclure dans toutes nos activités. Euh,
pour que on puisse avoir un second cerveau qui se souvienne réellement de tout ce qu'on n'a jamais lu, vu ou entendu. Voilà, donc ça c'est mes convictions principales. J'en ai peut-être une vingtaine, vous voyez, sur la thématique de la prise de notes. Mais là j'en ai listé que quelques-unes qui vont me suffire en fait pour faire cette démonstration. Maintenant, la carte mentale que l'IA a générée, l'idée ce serait vraiment de la retravailler. Là on a vraiment un truc qui est fondamental. Les méthodes de prise de notes, ok, il y en a certaines qui sont assez connues. Cornell elle est pas mal tapée sur Google pour les étudiants, pas forcément ma cible pour le moment. Mind mapping ça peut être pas mal. Je pourrais faire une vidéo pourquoi euh, c'est genre les limitations du mind mapping, un truc un peu comme ça. Ouais. En fait, voilà, je pourrais injecter une valeur dans le mind mapping, mais on y reviendra juste après. Voilà, ça m'a proposé des méthodes ici. Ça m'a proposé ensuite des outils analogiques, numériques, avec peut-être euh, ouais, Notion, Evernote, OneNote, Google Keep et tout. Donc là, je pourrais injecter mes valeurs là-dedans pour voir pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. Ensuite, pourquoi prendre des notes? Donc là, c'est des questions fondamentales qu'il m'a listées. Les courants de pensée avec l'école traditionnelle, l'école minimaliste, etc. Les applications, ok. Les usages personnels et les compétences. Ok. Donc les compétences avec l'organisation des notes, etc. Bon, limite ça, je peux supprimer. Je pense pas que ce soit très utile. Euh, voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, c'est une bonne base pour commencer à réfléchir. Maintenant, concrètement, l'exercice en tant que tel, ça va être simplement de venir prendre les valeurs qu'on a ici et se demander, tiens, pourquoi est-ce que du coup les trucs qui sont existants, ça marche ou ça marche pas, et comment est-ce que je pourrais faire en sorte pour créer une méthode qui réponde au même objectif que celle qui est créée, mais qui corresponde à mes valeurs et mes convictions. Par exemple, si on vient ici sur l'école traditionnelle de pensée. Donc l'école traditionnelle de prise de notes, c'est quoi? C'est ce qu'on nous apprend à faire à l'école. Donc quand on veut prendre des notes sur un sujet, on ouvre une note par exemple sur un livre, qu'on va appeler, par exemple si je prends une note sur le pouvoir du moment présent, je vais ouvrir un document Google Word, Google Docs ou autre, ou une note Apple Note même, qui s'appelle le pouvoir du moment présent, et ensuite je vais noter tout ce qui me passe par la tête sur ce livre. Quand j'ai fini le livre, et ben c'est simple, je ferme le livre, je le range dans la bibliothèque, la note, je la ferme, je l'enregistre, et je la rouvre plus. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que déjà, souvent, on oublie qu'on a lu ce livre. Évidemment, et ça, c'est la science, notre cerveau est très bien fait, on oublie littéralement tout le contenu du livre. Il n'y a rien qui reste avec nous. Ça, c'est normal, hein, c'est comme ça que notre cerveau est fait, on oublie. On oublie qu'on a lu le livre, on oublie qu'on a cette note, et on oublie le contenu qui est à l'intérieur de cette note. Ça fait qu'on a une note qui est quelque part dans un dossier, au fond d'une hiérarchie par thématique en plus souvent, donc qui est super mal organisée, donc on va jamais retourner la voir. Et surtout, si on veut chercher une information, on ne sait pas où la retrouver parce qu'on a oublié que c'est dans cette note qu'on a lu ce livre, qu'on a lu ce concept. Et il y a un problème qui est encore pire, c'est que comme on se souvient même pas de ce qu'il y a dans ce livre, on pourra même pas se dire, tiens, attends, c'était quoi ce concept intéressant que j'avais lu dans le pouvoir du moment présent? Parce qu'on se souviendra même plus qu'on a lu ce concept. Donc, on a littéralement passé, je sais pas, 3 heures marginales de prise de notes par rapport à la lecture qui n'auront servi absolument à rien. Donc, c'est pour ça que là, je peux commencer à venir et dire, ok, l'école traditionnelle, clairement, il faut la révolutionner. Ça correspond pas à mes convictions, ça correspond pas à mes valeurs. 1-1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, on peut mettre génération. Hop, je vais commencer à injecter mes valeurs. Mes valeurs, c'est quoi les valeurs que je pourrais injecter là-dedans? Bah, c'est prendre des notes sur les concepts et pas les contenus. Prendre des notes, mal prendre des notes, c'est perdre son temps. Je pourrais aussi prendre trier par projet utilité et pas par contenu thématique. Rendre ses connaissances portables. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Et peut-être ça aussi parce que du coup, c'est un problème que les gens pourraient rencontrer. Donc hop, je vais venir dans génération et je vais venir, ok, je vais venir mettre, bam, mes valeurs injectées. À injecter, hop, et là je vais venir coller les valeurs que j'ai sélectionnées. Ok. Donc je sais que dans l'école traditionnelle, il faut que j'injecte ces valeurs-là. Ok. Maintenant, du coup, ça va me donner mes nouveaux concepts. Pour finir cet exercice, il va falloir qu'on fasse les deux autres étapes de notre protocole, qui sont analyser les illusions et les problèmes que les gens rencontrent. Donc, les illusions, c'est quoi? C'est ok, illusions. Je les avais notés un petit peu plus haut, donc je vais juste me permettre de les reprendre juste ici. Hop, tac, hop. C'est là, tac. Les illusions et les problèmes que les gens rencontrent, c'est ça. Donc difficulté. Ah mince.
Voilà. Difficulté, donc ça, c'est les problèmes qu'ils rencontrent. Ok. Difficulté à retrouver l'information rapidement. Manque de structure claire. Difficulté à établir les liens entre les concepts. Fatigue lors des longues sessions. Et généralement, oubli de ce qu'on lit ou prend en note. Ok. Maintenant, les croyances que les gens ont par rapport à ça, c'est ok, il faut tout noter mot pour mot. C'est la FOMO. La prise de notes, c'est une manière professionnelle de prendre des notes. Quand on fait des comptes rendus, quand on envoie des notes à des gens, il faut que ce soit un document Word bien ficelé, avec beaucoup de mots, beaucoup de phrases, etc. Euh, Ensuite, peut-être un truc de croyance, on nous l'a appris à l'école, donc c'est bon. C'est la bonne manière de faire. Probablement d'autres croyances qui sont liées à ça. Donc maintenant que j'ai ça, c'est assez simple pour moi de savoir comment est-ce que je peux disrupter le truc. Donc mes nouveaux concepts, comment est-ce que j'injecte mes valeurs là-dedans? Bah déjà, je me dis, ok, donc il faut qu'on ait une prise de notes orientée concept, où on prend plus des notes sur le contenu, parce qu'après, comme on l'a dit, on ferme cette note, on la range dans un dossier et on va jamais rouvrir cette note de contenu. Mais il faut prendre des notes sur les concepts, parce que les concepts, on pourra les réutiliser dans plein d'endroits différents. Ça veut dire qu'il faut rendre ces notes portables et qu'il va falloir prendre des notes sur les concepts et pas sur les contenus. Ça injecte mes valeurs dedans. Donc je vais pouvoir créer un nouveau concept ici, qui pourrait être le concept de la prise de notes atomique, par exemple. Comment savoir pourquoi mon business s'appelle Atomic. Euh, Il y a aussi, où, tu vois, un truc de neuronotes, tu vois. On va faire des notes qui sont agiles, comme des neurones qui peuvent se reconnecter. Ou prise de notes, euh, ouais, je sais pas, faudrait lui trouver un nom, quoi. La prise de notes atomique, et l'idée, c'est prendre des notes sur les concepts et pas les contenus. Bam! Et vous voyez qu'en fait, ça vient de me donner un contenu aussi. C'est genre, vous prenez mal des notes. Voilà pourquoi vous devriez prendre des notes sur les concepts et pas sur les contenus. Et voilà pourquoi on nous l'apprend mal à l'école. Bam, ça m'a créé un contenu. Mais ça, on y viendra juste après. Pour l'instant, c'est un insight. C'est juste une grande idée que j'ai. Prendre des notes sur les concepts et pas sur les contenus. Ensuite, autre insight qu'on pourrait avoir par rapport à cette génération, c'est le tri. Difficulté à retrouver de l'information rapidement. Donc, il faut trier par utilité et pas par projet. Donc, par exemple, non, trier par utilité et pas par thème, pardon. Pardon, par projet, en fait. Et là, en l'occurrence, on pourrait dire que c'est quoi le nom du truc? Ça pourrait être, je sais pas, le tri, le tri productif. J'en sais rien, le tri productif TM, trié par utilité et pas par thème. Bon, pourquoi pas. Euh, on pourra ensuite encore continuer à générer d'autres insights. C'est quoi les autres problèmes que les gens rencontrent? Ils n'ont pas de structure claire, ils ont de la difficulté à établir des liens entre les concepts. On pourrait créer un truc du style le workbench. Et le workbench, ce serait un truc du style la méthode pour créer des liens entre toutes vos connaissances à partir de vos notes. Euh, Ensuite, la prise de notes, c'est genre, peut-être qu'il y a aussi un autre problème, c'est ok, ça prend du temps. Ça prend du temps en fait de faire de la prise de notes linéaire et je sais même pas si c'est très rentable. Et donc là, le truc par rapport à ça, ce serait de dire, ok, ça prend du temps, donc la prise de notes fractale, comment rendre la prise de notes sans friction. Je pense que vous voyez un peu le truc. Ok, donc là on vient de générer des insights pour donc l'école traditionnelle de prise de notes, telle qu'on la connaît en fait depuis qu'on va à l'école concrètement, qu'on nous a appris à prendre des notes en cours de français mot pour mot comme ça en grattant du papier, et on vient d'y injecter donc nos valeurs qui pouvaient en tout cas être pertinentes par rapport à cette école traditionnelle pour générer donc de nouveaux insights. Et les insights qu'on a générés, en réalité, ils sont assez poussés. C'est-à-dire que c'est carrément, quasiment des méthodes ou des éléments de systèmes complexes qu'on va pouvoir transmettre dans des masterclass, dans des formations ou autres. Chaque truc, quasiment, peut être en fait une, euh, une formation en tant que telle, quoi. Si on fait des petites formations, ou si on fait pas des petites formations, chaque truc pourrait être un module de formation pour apprendre à créer le, pour apprendre à créer un nouveau système, quoi. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin du tout. Un insight, ça peut simplement être également
une petite idée qu'on va partager dans un contenu YouTube en fait. Par exemple, si on revient ici sur les applications de prise de notes et qu'on se demande, tiens, comment est-ce qu'on pourrait générer des insights autour de ça? Évidemment, là, l'idée, c'est pas de générer un nouveau logiciel. Un logiciel avec une vue carte mentale combinée avec une vue ceci, cela. Non, pas du tout. Notre objectif, c'est juste d'avoir des grandes idées qui vont résonner avec les gens, qui sont injectées avec vos valeurs et qui vont bah, vous permettre de déclencher un effet waouh chez la personne. On rappelle, un insight, c'est quelque chose qui génère un effet waouh chez une personne. Donc là, en l'occurrence, l'effet waouh, c'est la méthode, mais on pourrait aussi faire un truc beaucoup plus soft. Par exemple, si on prend simplement, par exemple, Notion. Donc Notion, c'est une application de prise de notes, comme vous voyez ici, qui est vraiment ultra complexe. Vous pouvez faire, enfin, complète, plus que complexe, où vous pouvez faire voilà, des vues projets comme ça, avec des vues Kanban, des vues Gantt, des vues ce que vous voulez, des vues calendrier. Vous avez des bases de données vachement bien faites. Et ils sont en train de surcomplexifier le logiciel en permanence, en rajoutant sans cesse des nouvelles fonctions, des liens bidirectionnels, Maintenant, ils ont Notion Mail, ils ont plein de trucs. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est le logiciel Notion. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire avoir comme insight, comme grande idée, comme wow moment aux gens à propos de Notion en injectant mes valeurs dans ce que fait ce logiciel? Et bah, d'abord, donc, si vous avez du mal à vous y retrouver, vous pouvez aussi faire passer par la case illusion, problème que les gens rencontrent avec ce logiciel. Moi, je vais le faire de manière un peu plus rapide, là, je vais directement y aller. Sur Notion, c'est quoi ce que les gens voient pas, en fait, qui pourrait leur faire avoir un grand insight? C'est de dire, ok, en fait, c'est pas, la structure, c'est pas plutôt la complexité de l'organisation, disons, ou la qualité de l'organisation, c'est pas du tout la productivité, et c'est pas non plus la qualité de pensée. Parce que moi, je rappelle que ce que je fais, c'est quand même prendre des notes pour gagner en efficience de pensée et en profondeur de pensée. Bah oui, parce que quand on est dans Notion, on a tendance à surcomplexifier la structure sans jamais s'intéresser au fond. D'autres trucs, c'est que quand on essaye de surcatégoriser dans des bases de données, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la complexité croissante qui entre dans la base de données. Donc, à chaque fois qu'il y a plus de complexité, on va devoir complexifier la structure pour, comment dire, encapsuler la complexité de la donnée qui lui arrive. Donc, de mois en mois, on va complexifier notre système jusqu'au moment où il devient trop complexe pour qu'on arrive à le maintenir et par rapport à nos réels besoins. Et donc, on commence à abandonner ce système parce qu'il nous convient plus. Et c'est souvent ce que les gens vivent quand ils viennent sur Notion. Au début, ils font un super système. Ensuite, il y a la complexité de la vie qui fait que leur système est plus à jour, donc ils le complexifient sans cesse, jusqu'au moment où il est trop complexe pour simplement répondre à leurs besoins, parce qu'ils se sont éloignés de leur intention de départ. Donc c'est un peu le piège de la complexité pas prise en compte dans un système rigide, qui mène le système à se complexifier, qui ensuite donc mène euh, l'utilisateur à l'abandonner. Voilà pour Notion. Il y a d'autres trucs aussi, c'est par exemple la résilience. Moi je dis il faut avoir de la résilience dans ces outils. Pourquoi? Parce que bah, si on est sur Notion ici, ce qui se passe, c'est que chaque mois, quasiment, ils rendent les plans plus chers. Au départ, c'était 4 dollars, je crois. Et puis, ils restreignent encore plus le forfait gratuit. Et puis, ils rajoutent des upsells avec le forfait Notion AI. Et puis, ils rajoutent des features qui sont interconnectées avec Notion Calendar, Notion Email. Et on peut être convaincu, parce que c'est le chemin que toutes les entreprises ont suivi dans ce domaine-là, qu'ils vont continuer à aller dans cette voie et à sans cesse restreindre les fonctionnalités du gratuit, améliorer les fonctionnalités du payant, si bien que, bon, la plateforme va devenir de plus en plus invivable et le nombre de fonctions de ce logiciel va devenir de plus en plus importante. Euh, voilà, donc la résilience, donc voilà pour disons que les intérêts de la plateforme, c'est pas vos intérêts à vous, quoi. Un truc un peu de désalignement. Et l'aspect résilience, c'était plutôt de dire, euh, ben, plus vous avez de données dans une plateforme, plus c'est compliqué ensuite de migrer de cette plateforme, surtout quand, comme Notion, il n'y a pas de fonctionnalité d'export. Comment tu exportes une base de données en JSON, mais c'est des bases de données propriétaires, tu as du mal à la réimporter dans d'autres logiciels. Donc en fait, le jour où tu veux sortir de Notion parce que d'un coup le plan gratuit marche plus pour toi, parce qu'ils ont changé les prix, ou parce que leur politique de confidentialité te convient plus, parce que les États-Unis sont devenus un gouvernement autoritaire qui ont accès à tes données et tu veux les récupérer pour une raison ou pour une autre,
où tu veux donner tout ça à une IA, mais tu peux pas facilement exporter. Bref, il y a un milliard d'usages pour lesquels tu voudrais récupérer tes notes. Tu peux pas le faire. Et donc, tu es bloqué dans ce truc-là. Donc, tu n'es pas résilient. Tu as passé des années à t'investir dans ton capital intellectuel et tu peux pas le faire. Donc là, c'est un autre insight que je pourrais avoir sur Notion. Ok. Donc là, je viens de générer sous vos yeux des exemples d'insights que j'ai générés pour deux sous-branches de ma carte mentale. Je vais pas aller plus loin au niveau des exemples, parce que ça risque de vous assommer littéralement le cerveau, déjà peut-être qu'il risque d'être un peu surstimulé. Euh, je vais plutôt vous donner des recommandations pour faire cet exercice de votre côté. La première recommandation, c'est le but de cet exercice, c'est qu'il soit archi brouillon, et que ce soit simplement une énorme divergence créative et une source d'idées. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez ici, j'ai fait littéralement n'importe quoi. J'ai mis des branches n'importe comment qui ont pas de sens hiérarchique. J'ai mis des trucs à injecter ici, j'ai recopié des trucs. Là, ça a pas trop de sens. Je sais même pas trop ce que c'est. C'est en lien avec un truc qui s'appelle l'école traditionnelle. Je sais même pas trop ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est hyper brouillon. Même là dans Notion, pourquoi j'ai mis ces trucs-là sur Notion ici, alors que j'ai pas mis les problèmes et les croyances que les gens rencontrent par rapport à Notion. Voilà, pourquoi? Parce que le but, c'est que ce soit chaotique. Le plus ça va être chaotique, le plus vous allez avoir de nouveaux liens qui vont se créer dans votre cerveau, le plus ça va vous générer de nouveaux insights, de nouvelles idées. Là j'ai généré des trucs sur Notion ou sur l'école traditionnelle, mais si je remonte, je sais pas, je peux aller... je sais pas, ici, ouais, il y a des trucs qui m'inspirent. Même si c'est pas la méthode offline qui m'inspire, vous voyez, ici, je vois marqué hiérarchie claire. Hiérarchie claire. Ça m'inspire, hiérarchie claire. Je me dis, tiens, ok. En fait, quand on a une hiérarchie trop claire, avec des méthodes où on essaye d'organiser, de mettre de la structure dans ce qu'on fait, on empêche l'émergence d'idées. Pourquoi? Parce que j'ai une croyance, j'ai une conviction principale que les nouvelles idées viennent de la rencontre par sérendipité de deux idées qu'on n'aurait jamais mis en parallèle. Donc quand on a la hiérarchie et de l'organisation avec de la structure, on n'arrive pas à créer de nouvelles idées. Ok, donc il nous faut un système qui soit organisé par le chaos. Oh, c'est génial, ça, c'est génial. Ok, je mets une branche qui a marqué euh, euh, émergence par le chaos, méthode de création. Bam, ça c'est un nouvel insight que j'ai. Pouf. Et ça vient juste d'une branche qui est là, qui n'a rien à voir avec le contexte. Peu importe, l'objectif c'est juste de générer de nouvelles idées, de vous faire avoir des nouveaux insights, de nouvelles pistes de réflexion qui vont vous faire avoir en fait bah, un truc nouveau et intéressant à partager, tout simplement, dans votre contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Si je viens ici, je sais pas, structure radiale. Tiens, c'est quoi la structure radiale? Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire un truc qui est organisé autour d'une idée centrale, donc on gravite vers des choses de plus en plus éloignées de l'idée, plus en plus détaillées. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'inverse? Est-ce qu'on pourrait pas faire une carte mentale qui part du détail et qui revient vers le sujet principal? Est-ce qu'on pourrait pas faire un exercice où on prend les détails de toutes les disciplines et ensuite on essaie de les faire converger vers des principes transverses? Pourquoi pas? En vrai, c'est un truc qui pourrait m'inspirer. On prend, je sais pas, les 8 meilleurs sports, on voit tous les détails d'entraînement des 8 meilleurs sports, et on arrive à retrouver les, les, les concepts transverses d'entraînement entre tous les sports. Ok, donc c'est pas le mind mapping, c'est peut-être le reverse mapping. Les deux idées que je viens d'avoir, émergence par le chaos et reverse mapping, je viens de les avoir en direct là. Vraiment, c'est du live, je les ai jamais eu avant. Donc reverse mapping, faire du reverse engineering grâce à de la carte mentale inversée. Peut-être que ça va rien donner. Peut-être que c'est nul. Peut-être que c'est bien. Peu importe. On n'est pas là pour juger. Le but de cet exercice, c'est de vous faire de la divergence créative. Voilà. Je vais pas faire un troisième exemple parce que ça va faire beaucoup après pour vous. Mais je pourrais vraiment littéralement aller dans chacune des... Mind Manager, je sais que c'est un outil de mind mapping, mais Manager, ça m'inspire un truc. Ça m'inspire un truc sur un, un- un- un système de gestion des parts de sa personnalité où la part du contrôleur, du pusher, elle est toujours là, elle nous empêche d'être créatif. Donc, il faut qu'on ait un mind manager pour être sûr qu'il soit pas là avec, je sais pas, un système d'auto-observation. Ok, donc à ce moment-là, c'est le ID controller, je sais pas. Et donc, c'est un truc de d'auto-observation quand on génère de nouvelles idées, quoi, j'en sais rien. Et tous ces deux trucs-là, c'est des concepts que je vais créer, c'est des grandes idées, c'est des trucs novateurs que je vais créer et qui vont me différencier de la concurrence. Le plus vous allez faire ce genre d'exercice, le plus vous allez essayer de mettre votre corps,
votre cœur, votre esprit dans votre contenu, le plus vous allez faire des trucs où, où quand les gens vous découvrent, ils vont se dire, mais waouh, mais cette personne est extraordinaire, cette personne me fait avoir des révélations, cette personne a disrupté sa thématique. Et je pense qu'on aspire tous, en tout cas si vous regardez mes contenus, à être ce type-là de créateur et pas un créateur qui fait du réchauffé. Voilà. Premier conseil donc, ça va être chaotique et c'est normal et laissez-vous inspirer par absolument tout ce que vous voulez. Deuxième conseil, vous pouvez utiliser l'IA pour rebondir sur des idées. Par exemple, vous expliquez à l'IA, tiens, j'ai envie de faire un truc reverse mapping, est-ce qu'il y a des trucs similaires qui existent sur le marché? Aide-moi à aller plus loin dans la divergence créative. Bam, ça va vous balancer d'autres idées en retour, vous allez pouvoir les noter sur la carte mentale. Pou, 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 pou. Et n'hésitez pas aussi si vous... Ok, reverse mapping, ça m'intéresse, j'en fais une carte mentale en tant que telle. Je vais demander à l'IA de me générer des idées à partir du reverse mapping. Euh, ok, d'accord. Oh, vas-y, ok, ok, ça m'intéresse. Vas-y, continue à l'expandre. Ouais, voilà, n'hésitez pas à aller en divergence créative. Voilà, c'est ça le message principal. Tac, ceci étant dit... Ok, ceci étant dit, maintenant je vous recommande de mettre un timer de 2 heures pour cet exercice. Donc vous mettez un timer et vous faites pas moins de 2 heures, pas plus de 2 heures. On peut même ouais, bon, 2 heures quoi. Euh, Pourquoi 2 heures? Parce que y a plusieurs choses qui vont se passer dans les 2 heures. La première partie, et ça je le sais parce que je l'ai déjà fait en présentiel avec des clients, ce genre d'exercice, les gens, vous allez voir, vous en pouvez plus. Vous avez envie d'exploser, vous sentez nul, vous avez envie de pleurer parce que vous générez aucun insight. Bon, c'est la phase de mise en route, elle est normale. Puis ensuite, vous générez un insight. Et là, vous êtes là, ah, je suis content. Mais non, parce que c'est le début. C'est là où votre cerveau commence à se mettre dans un mode qui va être propice à l'émergence d'idées. Donc il faut qu'une fois que votre cerveau est dans ce mode-là, vous en profitiez et vous génériez le plus d'idées possible à la seconde. Donc vous continuez, vous continuez. Et ensuite, vous allez tomber dans un mode fatigué à partir de peut-être 1 heure 10 d'émergence d'idées. Et à ce moment-là, ça va être intéressant parce que ça va être un système complémentaire de votre personnalité qui va prendre le relais. Et donc vous allez avoir des idées qui sont encore plus novatrices, encore plus what the fuck. Parce que vous allez être à bout un peu, mais c'est bon, j'ai déjà fait 800 fois les branches de cette carte mentale. Vas-y, je vais commencer à réfléchir aux fiches Bristol. Tiens, et si je créais un nouveau concept sur les fiches, bon, j'en sais rien quoi. Voilà. Ok. Dernier conseil pour finir et un peu wrap up cette partie exercice pour générer des insights. Vous pouvez ensuite surligner toutes les parties où vous avez fait, vous avez eu de nouvelles idées. Tous les nouveaux insights, tous les nouveaux trucs qui ont résonné, qui ont émergé de la session, vous pouvez les surligner comme ça, et ça vous permettra de les identifier beaucoup plus facilement. Voilà. Plus tard ensuite, vous pourrez revenir sur toutes les idées qui sont apparues pendant cette session de divergence créative, et vous pourrez les reprendre, et peut-être en faire des notes dédiées. Ok, ma note émergence par le chaos, méthode de création. Tiens, vas-y, je vais commencer à y réfléchir. Comment est-ce que je peux créer réellement ce truc? Moi, je peux aller plus en détail à propos de ça. Voilà. On vient d'arriver au bout du protocole en 4 étapes de génération d'insights. Comme on l'a dit, l'objectif de cette partie génération d'insights, la première partie de ce workshop en 3 parties, c'était justement de créer des insights, c'est-à-dire des choses qui vont faire avoir des révélations aux gens, des moments waouh, des moments eureka. Et donc d'avoir de la nouveauté pour les gens. Parce que les gens, ils voient sans cesse les mêmes trucs, ils lisent sans cesse les mêmes trucs, etc. Si vous voulez un bon contenu, vous devez avoir des idées novatrices. Et les idées novatrices, elles vont venir de nulle part d'autre que vous, ou des Américains, si vous faites du contenu en français. Mais voilà, donc et c'est à vous de générer ces idées. Et en tant que créateur, on est beaucoup trop souvent flemmard à répéter des trucs qu'on a déjà entendus. Moi, je vous dis non, pour créer un bon contenu, on va générer des insights ensemble. Donc, j'estime que la première partie de cette masterclass, ça vous a permis de, si possible, avoir de la nouveauté, avoir de nouveaux concepts, de nouveaux insights que les gens n'auront jamais vus ailleurs, et donc que la seconde partie de votre équation de la qualité d'un contenu est répondue. Vous avez beaucoup de nouveautés dans vos contenus et dans vos formations et autres. Maintenant, bah, la qualité d'un contenu, c'est pas que la nouveauté. Parce qu'on l'a dit, les concepts, c'est des value enablers. Si je dis juste, oh, faut que vous créiez par le chaos, etc., et vous lisez une page Wikipédia sur la méthode de création par le chaos, mais vous allez rien en faire dans votre vie. Mais je peux vous le dire, vous allez peut-être trouver ça intéressant, mais en aucun cas vous allez l'appliquer. Maintenant, pour que vous l'appliquiez, il faut qu'il y ait
une connexion émotionnelle avec ce que les gens vivent, il faut que les gens restent jusqu'au bout de votre contenu, le regardent, que ça les impacte émotionnellement, etc. Et ça va être tout l'objectif de la seconde partie de la masterclass sur maintenant comment, maintenant qu'on a ces insights, on enrobe ces insights dans un contenu. Et ensuite, comment on améliore ce contenu. Hop, merci beaucoup d'avoir regardé cette partie 1 de la masterclass sur la création de contenu que j'ai créée. Si vous voulez avoir accès aux parties 2 et 3, rendez-vous sur mon site. Le lien sera dans la description, le premier lien dans la description. Et sur ce site, sur ce lien, vous aurez accès d'abord à un récapitulatif texte complet de tout ce que je viens de dire dans cette première partie de masterclass. C'est complètement gratuit. Et comme ça, vous pourrez retrouver le protocole de génération d'insights écrit et vous pourrez le suivre à la lettre sans avoir à vous re-regarder cette vidéo. Et même, vous pourrez avoir voilà, un mémo de tout ce que je viens de vous dire à propos de la qualité de contenu et autres. Et ensuite, vous aurez également accès donc aux parties 2 et 3 de la masterclass, avec leur récapitulatif texte également, dans lesquels je vais vous apprendre comment créer un bon contenu, à savoir comment trouver un bon hook, structurer une bonne intro, ensuite bien articuler vos idées pour qu'elles soient percutantes et qu'elles connectent émotionnellement avec votre lecteur, comment trouver des bons exemples, des bonnes histoires, et ensuite, dans la troisième partie, comment améliorer tout ce que vous aurez créé en faisant des bons connecteurs logiques, en créant un bon arc narratif, en faisant des bonnes réécritures, en prenant les bons feedbacks, en regardant les bonnes données d'analyse. Bref, vous aurez toute ma méthode de A à Z pour apprendre à créer un bon contenu voilà, entièrement. Pas seulement la première variable qui est la variable nouveauté, mais également la variable résonance si vous avez suivi cette masterclass. Allez, je vous dis à tout de suite dans la seconde partie de cette masterclass qui est dispo sur mon site. Le lien est le premier en description.